Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Dirigeants africains et européens se retrouvent ces 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le 5e sommet Afrique-Union européenne. Un 5e sommet qui va se tenir et qui se tient dans un contexte de crise. Crise des migrants, crise économique et financière liée à la chute du prix des matières premières. Que peut-on attendre de ce sommet? Peut-il être le point de départ d'un nouveau partenariat réellement profitable pour le continent? Trois invités avec moi pour en parler. Professeur Nicolas Agboou, vous êtes économiste, vous enseignez l'économie, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation que vous m'avez faite. Jackie Moifo, vous êtes journaliste, vous avez couvert le tout premier sommet Afrique-Union européenne, c'était à Lisbonne, en 2007, à Lisbonne, au Portugal. Vous nous direz au cours de cette émission ce qui a véritablement changé pour l'Afrique 10 ans après son instauration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard Tobé, cher confrère. J'ai également le rompu de mon plateau, Jean-Bernard Bikim, analyste stratégique, président du think tank Alpha, Alliance alternative africaine pour l'accompagnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sommet Afrique-Union européenne, un sommet qui en sera donc à sa 5e édition les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais que peut-on retenir des 4 précédents? Dans quelle mesure ce genre de rencontre profite-t-elle réellement à l'Afrique? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. Les 29 et 30 novembre 2017, les dirigeants africains et européens vont se réunir à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, à l'occasion du 5e sommet triennal entre l'Union africaine et l'Union européenne. Un moment clé des relations entre les deux grandes institutions qui traversent toutes les deux des périodes de réforme et d'évolution interne qui auront sans aucun doute d'importantes répercussions sur leur partenariat en matière de paix et de sécurité, deux notions qui sont le fondement même de leurs relations de coopération pour faciliter les échanges commerciaux. Ce 5e sommet a pour thème investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Les dirigeants des pays respectifs mettront l'accent sur les investissements en faveur de la jeunesse, véritable levier économique. 60% de la population africaine a moins de 25 ans et d'ici l'an 2050, la population du continent comptera 2,5 milliards d'habitants, une évolution démographique qui est à la fois une chance et un défi. D'autres thèmes y seront abordés, la question de la paix et de la sécurité, les problèmes liés à la bonne gouvernance, le développement des compétences et la création d'emplois. Rien ne vaut une rencontre dans un bureau, échanger et passer une demi-journée ensemble et voir un peu comment on peut travailler ensemble. Ce n'est pas en laissant à des cabinets de ministères échanger des projets qui sont parfois un peu abscons ou un peu difficiles d'approche qu'on va avancer. Ce qu'il faut, c'est que les hommes et les femmes se rencontrent pour décider ensemble. Et je pense que ces sommets sont vraiment importants dans le sens où il y a des décisions qui sont prises d'homme à homme, puisque c'est ainsi l'expression, mais en tête à tête et qui permettent un développement futur et équitable. Malgré des accords de coopération et de stratégies communes en matière de paix et de sécurité, notamment ceux adoptés en 2007 à Lisbonne et 2010 en Libye, lors des différents sommets, le manque d'action de l'Union européenne dans différentes crises sociopolitiques sur le continent ont été soulevés par certains spécialistes. Sur le plan économique, l'Afrique n'est plus la chasse gardée de l'Europe. Les pays du BRIC comme la Chine, le Brésil ou encore l'Inde sont devenus de sérieux concurrents économiques sur le sol africain. L'Europe exporte toutefois pour 90 milliards d'euros vers l'Afrique et ses importations s'élèvent à 96 milliards. Les Africains réclament désormais une révision des termes du partenariat. Nous aurons une rencontre où nous, Africains, nous venons proposer une nouvelle philosophie dans notre coopération avec l'Europe, c'est-à-dire une coopération basée sur le partenariat gagnant-gagnant. Chacun doit gagner dans ce partenariat. L'Afrique, aujourd'hui, a des opportunités. L'Afrique a des ressources naturelles. Mais l'Afrique manque d'investissement. L'Europe a les capacités d'investir. Ensemble, nous pouvons nous mettre en commun, définir le cadre du partenariat
définir le cadre de l'investissement et ensemble travailler pour que chacun y trouve son compte. À chaque sommet, depuis le tout premier en 2007 à Lisbonne, plusieurs accords de coopération ont été signés. Cependant, durant ces années de coopération, la plupart des pays de l'Union européenne ont traversé des crises économiques au moment où les pays africains, malgré une certaine solidité de la croissance économique, ont été frappés pour certains par des crises sociopolitiques. Il y a le problème de la sécurité, le problème des droits de l'homme. Donc ce sont des enjeux qui interpellent. Vous savez qu'aujourd'hui, l'axe prioritaire de la coopération nord-sud est axé beaucoup sur le problème des droits de l'homme. Et c'est un sommet, donc les résultats sont très attendus dans ce domaine. Ce 5e sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan sera l'occasion de jeter un nouveau regard sur le partenariat Afrique-Union européenne. Deux continents unis depuis des siècles par l'histoire, il sera aussi question de mettre en avant certains des résultats obtenus et d'étudier de nouveaux domaines de coopération. La crise des migrants et plus spécifiquement l'épineuse question des esclaves des Noirs en Libye sera sûrement un sujet à discussion. Professeur Nicolas Agbohou, dans l'élément qui est passé, le président Macky Sall du Sénégal pose une équation simple. Il dit l'Afrique a les ressources naturelles et a besoin d'investissement. L'Europe a les moyens d'investir. Il faut juste créer un partenariat gagnant-gagnant entre les deux. Ce n'est pas en ce moment le cas? Bien, merci. Je crois qu'il faut que les Africains apprennent à regarder la réalité en face. Regarder le monde tel qu'il est. Ça fait plus de 57 ans qu'ils sont indépendants. Et ils voient bien que ce genre de partenariats, qui sont des grands-messes, ne rapportent absolument rien à l'Afrique, sauf ce que je pourrais appeler une émasculation des Africains. Ça apporte aux Africains la soumission des peuples noirs, et j'insiste sur le mot noir, au peuple blanc. C'est ça qui est la triste réalité. Et il y a une autre évidence, je dis bien que c'est une évidence. Chaque pays doit défendre ses intérêts. Et l'Union européenne n'est pas là pour défendre les intérêts de l'Afrique. C'est aux Africains et aux Africains seuls. Et ce n'est pas le cas en ce moment, pensez-vous? Absolument pas, et ça ne sera jamais le cas. Pensez-vous? Absolument pas. Pourquoi? Regardons la réalité en face. Quand l'Afrique noire dominait le monde pendant 5 siècles, eh bien, malheureusement, les Africains ont été renversés. Tous les grands empires ont disparu. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler l'apartheid global. Professeur, vous êtes en train de nous expliquer que l'Afrique ne sera jamais en situation de défendre valablement ses intérêts? L'Afrique peut se défendre. Et c'est là sa solution. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce qui trompe les Africains, c'est de vouloir penser qu'il y a une Europe où il y a une autre puissance étrangère qui viendra développer les Africains. C'est ce qu'on nous a fait comprendre depuis que nous étions des enfants, mais la réalité, elle a été découverte brutalement. Donc il s'agit de rompre avec ces discours qui sont là pour endormir la conscience des Africains. Ces sommets ne servent à rien, dites-vous clairement. Rien. Ces sommets servent, disons, aux Européens, parce que chacun lutte. On sait que le réservoir de toutes les matières premières, c'est en Afrique. C'est d'ailleurs ce que reconnaît le président Macky Sall. La question fondamentale, pourquoi attend-il des Européens des investissements? Pourquoi il n'attend pas des investissements de la part des Africains? Il y a des solutions. Voilà. Si vous nous permettez, nous allons leur proposer des solutions. Tout à fait, nous allons aborder tout à l'heure les solutions. Et d'ailleurs, vous reviendrez justement sur les bases qui faussent, n'est-ce pas, le partenariat qu'il y a entre l'Afrique et l'Union européenne. Jackie Moifo, je l'ai dit, vous avez couvert le tout premier sommet de Afrique-Union européenne à Lisbonne, c'était en 2007. Dites-nous, qu'est-ce qui a véritablement changé 10 ans après? Je pense que rien n'a changé. À ce sommet déjà qui se déroulait du 8
au 9 décembre 2007, j'y étais en tant que journaliste d'un média basé à Londres qui depuis a fait des petits, je ne le citerai pas chez vous, pour ne pas faire de la pub. Ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'à un certain moment, Nicolas Sarkozy, alors tout nouvellement installé à l'Élysée, convie les chefs d'État africains dans son bunker privé pour leur vendre ses ACP, pour leur imposer, hein, il faut le dire, le mot, il faut appeler le chien par son nom, il leur impose ces ACP. Et le président du Sénégal d'alors, Abdoulaye Wade, maître Abdoulaye Wade, se lève et lui claque la porte au nez, organise un point de presse et nous dit ceci ce jour-là, mais est-ce que ce petit-là se souvient que je suis le chef d'État le plus diplômé au monde? Et il pense s'amuser avec moi avec ce genre d'accord, mais dans ce cas, qui vient au Sénégal me trouver, moi j'ai le NEPAD à lui proposer. Le président Abdoulaye Wade répond ça à l'invitation, à l'exhortation du président français d'alors. Il claque la porte au nez Nicolas Sarkozy. Il sort, il convoque un point de presse immédiatement. Et il dit cela. D'accord. Et le seul chef d'État, le seul autre chef d'État africain qui a suivi Abdoulaye Wade fut Laurent Gbagbo. Alors président de la Côte d'Ivoire. Alors président de la Côte d'Ivoire. Et quand il sort, j'ai ce réflexe humain. Je lui dis, alors président, comment ça va? Il me dit, ah mon petit. Il me claque la main et le protocole. Il dit, non, non, laissez-moi causer le petit. Et c'est ainsi que Laurent Gbagbo va m'expliquer tout ce qui se disait à l'intérieur. Et pour finir, il me dit, mon petit, tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas ça chez moi. Voilà les deux seuls chefs d'État qui ont claqué la porte. Bref, comme disait le professeur, c'est une grande messe où on invite des chefs d'État africains, les faire asseoir pour leur donner des instructions. Ils n'ont pas souvent un mot à dire. Hein. Jean-Bernard Bekim, si on comprend bien, le partenariat qui a existé jusque-là entre l'Europe et l'Afrique est juste fait de dictats et donc ne profite pas au continent. Je pense qu'il faudrait mettre les pendules à l'heure. Il n'y a jamais eu de partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Jamais. Les accords Afrique-Caraïbes-Pacifique, c'est quoi? C'est un continuum des rapports asymétriques hérités de la colonisation? Non, de l'époque des royaumes. Ah, même plus loin. Les rois d'Europe se sont partagés le monde et tous les autres territoires avaient pour mission de contribuer au rayonnement des différents pays. N'allons pas aussi loin dans l'histoire, revenons à l'histoire récente, s'il vous plaît. Et pour revenir à l'histoire récente, la vraie question qu'il faut se poser, comment se fait-il qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, avec la planche à billets, mettent en place un plan, le fameux plan Marshall, pour relancer l'économie des pays européens, le font payer aux pays européens et qui eux-mêmes se servent des pays africains pour payer leurs dettes. Effectivement. Je crois qu'il faut, une bonne fois pour tout dire aux Européens, ça suffit. Nous sommes en train de nous diriger vers une confrontation terrible entre les jeunes Africains et les jeunes occidentaux. Qui pensent autrement, et cette lutte va être terrible. On veillera effectivement à ce qu'il n'y ait pas, lutte, en tout cas, de lutte telle que vous l'entendez, professeur. Parlons concret et évoquons quelques chiffres. Le rapport donc, qui fait le point de ce qui a été fait jusque-là, fait état de ce que, je donne les chiffres récents, 21 milliards d'euros d'aide ont été alloués à l'Afrique en 2016 par l'Union européenne et ses États membres, qui représentent aujourd'hui les principaux donateurs du continent. En 2015, ce sont 32 milliards d'euros qui ont été investis par des sociétés, des entreprises et des multinationales et européennes. La question c'est dans quelle mesure ces investissements profitent-ils à l'Afrique? Bien. S'il vous plaît. Personnellement, plus concrètement. Oui, concrètement, je ne me laisse pas impressionner par ces chiffres. Parce que quand on dit qu'ils les investissent, il faut simplifier pour le commun des mortels. Investir veut dire dépenser de l'argent pour gagner plus. Effectivement. Donc, si ça va investir, c'est pour s'enrichir eux-mêmes, aux dépens des Africains. Ils présentent ça comme opportunité de création d'emplois, par exemple. Mais je ne voudrais pas personnellement perdre le temps dans ces choses inutiles. Pourquoi? Parce que je dis, un homme averti, quelle que soit la couleur de sa peau, quand il investit, c'est pour s'enrichir. Donc, ils savent que l'Afrique, avec les lois
sociales qui sont là-bas, ils s'en vont investir, ils payent des salaires de misère, ils s'enrichissent de façon scandaleuse. Les réservoirs de toutes les matières premières, c'est l'Afrique. Mais je dis, vous ne nous donnez pas souvent ce genre d'occasion. Il faudra qu'on en profite pour vraiment proposer des véritables solutions pour que l'Afrique sorte de là où elle est. Alors, parce que tant qu'on va perdre notre temps à dire qu'ils ont investi des milliards, etc., nous savons objectivement que quand ils investissent, prenons même ce qu'ils appellent de l'aide, quand ils investissent là-bas, eh bien, ça revient en Europe. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Multiplié. Et on voit bien les résultats. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Industrialisants. Nous savons objectivement, un pays se développe quand il s'industrialise. C'est-à-dire, on transforme les matières premières sur le plan local. Professeur, vous avez dit quelque chose tout à l'heure en réponse donc, à ce qu'a dit le président Macky Sall du Sénégal. Vous dites que l'Afrique n'a pas besoin d'investisseurs étrangers. Il y a donc suffisamment d'investisseurs sur le continent pour financer le développement du continent, dites-vous. Non, il ne s'agit pas de dire qu'il faut vivre en autarcie. Il ne s'agit pas de rejeter de façon systématique les investisseurs étrangers. Ils peuvent venir. Mais je dis, et je le répète, s'il vous plaît, il appartient aux Africains et aux Africains seuls de se donner les moyens objectifs pour pouvoir transformer les matières premières qui sont en Afrique, qu'elles soient des matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Il faut les transformer en produits finis qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles les valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Vous avez raison. Tant que les Africains voudront ruser avec cette solution qui est universelle, eh bien, malheureusement, on verra la résurgence de l'esclavage comme on en voit en Libye, qui n'est rien d'autre que un petit point qu'on est... On reviendra sur cette question tout à l'heure. Alors très rapidement, Jackie Moifo, au titre du bilan du partenariat avec l'Afrique, l'Union européenne évoque le chapitre paix et sécurité. Effectivement, des opérations militaires sont engagées sur le continent. On sait que le Mali a demandé en 2012 à la France d'intervenir. Des Allemands sont déployés aujourd'hui sur le continent. Est-ce qu'on peut dire là au moins que quelque chose est fait et qui profite au continent ? Très rapidement. Au risque de surprendre certains qui y croient, il n'y a rien d'investi sur le terrain, sur le continent africain par les Occidentaux qui profitent aux Africains. Non, je veux dire en matière de paix et de sécurité, les opérations militaires qui sont engagées par l'Europe. En matière de paix, nous savons tous aujourd'hui pourquoi la France s'est investie militairement au Mali. Ce n'est plus un secret pour personne. Il n'y aurait pas de richesse dans cette partie du Mali-là. Je doute fort que la France y soit aujourd'hui. C'est le Mali qui a sollicité la France. Le Mali qui a sollicité, vous savez comment ça marche. Je ne vous apprends rien. D'accord. Avez-vous un vrai dirigeant africain à la tête d'un pays africain? Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.